Bonjour et bienvenue dans le ZCL News. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, nous parlerons culture, création et transmission et nous allons recevoir tout d'abord les fondatrices de la nouvelle maison d'édition Sillage qui viennent nous présenter leur projet et leur premier ouvrage engagé. Donc on aura Oriane Prévost, éditrice, et Réjeanne Paquite qui est en Martinique. Elle est là, en tout cas en visuel et par téléphone. On aura cette possibilité de découvrir avec elle cette nouvelle édition. On parlera aussi du Cosmic Festival, donc un événement inédit autour du bien-être et de la reconnexion à soi. On en parlera avec les sœurs Shea, Fanny et Cathy, qui nous parleront de cette première édition qui aura lieu le 18 et le 19 avril. Ensuite, on ira en direction de Basse-Terre pour le patrimoine en lumière avec monsieur Alex Boyau, 5e adjoint au maire de Basse-Terre, délégué à la culture, au patrimoine et au tourisme, festival qui nous promet de mettre à l'honneur notre richesse culturelle. Et ensuite, un moment dédié aux plus jeunes avec un spectacle, le fabuleux voyage de Tite-Lit. On en parlera avec Colette Spartacus, présidente de l'association Le Rêve de Tite-Lit, et Jean-Philippe Mabi, vice-président et réalisateur du spectacle. Voilà pour aujourd'hui un programmation riche en culture. Au niveau de l'actualité, il sera question de l'IEDOM qui nous dresse le bilan économique 2025 et les perspectives pour cette année entre croissance, inflation. Ce bilan permet de mieux comprendre les dynamiques économiques sur notre territoire. Il sera aussi question de la polémique autour du meurtre de Dumoul et notamment avec un collectif d'avocats qui se saisit du dossier. On se rappelle des faits qui ont eu lieu ce dimanche en début de soirée où les gendarmes ont tiré par arme à feu, mortellement touchant un SDF qui était sur la commune du Moule. On nous parlera aussi de Pointe-à-Pitre qui a eu une réunion de concertation pour redynamiser la rue Achille-René Boisneuf, donc en concertation avec Commerce en Larry pour mieux organiser les initiatives. Et on vous a posé la question de Netflix avec cette série Bandit qui suscite de réactions variées. Qu'en pensez-vous? Il sera question d'en parler ensemble, notamment sur cette série qui est récemment sortie en avril. Et on fera un petit tour sur le village de Valambreuse qui a été récompensé pour l'art du jardin. Voilà un programme alléchant pour aujourd'hui. On va commencer tout de suite par le regard sur notre santé économique, un contexte qui est marqué par le Moyen-Orient, entre autres, des crises successives, des inflations, des tensions internationales, et on en parle ici. Quelles sont les répercussions? À quoi on va devoir s'adapter? C'est dans ce cadre que l'IEDOM Guadeloupe a présenté son bilan pour l'année 2025 et les perspectives pour 2026. Un point important pour comprendre notre dynamique. On voit un reportage de Lucien Nébor et de Thierry Vadimon. Donc la synthèse économique 2025 faite par l'IEDOM sur les secteurs d'activité. Qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, une stabilisation de l'activité avec des perspectives pour 2026. Alors, 2025, les secteurs clés, le BTP connaît une contraction, il continue à s'ajuster à une demande publique qui diminue légèrement. Le secteur du tourisme va, lui, bien, il a fait une bonne année en 2025. Le commerce diminue légèrement dans la consommation des biens durables. En revanche, la consommation des biens non durables du quotidien continue à augmenter. Les perspectives donc pour 2026, stabilisation des investissements privés à haut niveau, même si depuis la déclaration de la guerre au Moyen-Orient, les chefs d'entreprise vont certainement attendre avant d'engager la totalité de leurs investissements sur 2026.
Sur 2026 aussi, une bonne année touristique est attendue, notamment avec un effet report d'un certain nombre d'une clientèle internationale qui allait plutôt vers l'Orient et qui aujourd'hui vient plutôt vers les Antilles. Sur l'année 2026, beaucoup de projets, et c'est cette capacité à mettre en œuvre les projets, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, cette capacité commune à mettre en œuvre qui va permettre un maintien ou un léger recul dans le bâtiment. En tout cas, il faut que le bâtiment retrouve des perspectives. La consommation des ménages fait qu'elle s'oriente. Non, pardon, les inquiétudes dues à la guerre fait qu'il y a une orientation des revenus plutôt vers l'épargne plutôt que vers la consommation. Et donc ces inquiétudes augmentent le taux d'épargne. On le voit dans les dépôts bancaires qui sont dynamiques pour les particuliers. Donc une consommation qui pourrait ne pas augmenter sur 2026 si les inquiétudes continuent à être importantes. Voilà, maintenant on va parler édition, donc avec cette nouvelle maison qui voit le jour dans le paysage caribéen avec une ambition forte, faire entendre des voix encore peu visible. Sillage Édition se positionne comme une maison indépendante, féministe, décoloniale, qui souhaite offrir un espace d'expression aux autrices, auteurs des Petites Antilles. On reçoit donc pour ce faire les deux fondatrices de cette maison, donc sur ce plateau, Oriane Prévost, et avec nous à distance aussi depuis la Martinique, Régine Paquit, qui nous rejoint par téléphone. Donc aujourd'hui, on va parler du premier ouvrage d'Ouvenjoux Lamou. Donc c'est un recueil de poésie intime et engagée. Mais avant tout ça, on parle de d'où vient cette envie de créer cette maison d'édition aujourd'hui. Je pense que c'est un désir commun qu'on a eu avec Réjeanne de pouvoir créer un espace d'expression où justement des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qui sont peut-être un peu minorisées puissent s'exprimer à travers des textes mais aussi à travers l'art, parce qu'on accorde une grande part de notre travail éditorial aussi à la conception de notre couverture qui sera toujours dédiée à un auteur visuel, à un artiste visuel. Et donc voilà, dans cet ouvrage, on a aussi fait la part belle aux illustrations. Donc encore, c'est ce point artistique qu'on veut mettre en avant. Alors, Réjeanne est au téléphone avec nous. Est-ce qu'elle nous entend bien ? Si, je vous entends très bien. Bonsoir. Enfin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez aussi répondre à cette question ? L'envie de créer cette maison d'édition. En plus, Guadeloupe-Martinique, c'est quelque part un défi en soi. C'est un défi et en même temps, c'était une évidence, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est rencontrés avec Oriane dans le cadre d'une expérience en maison d'édition à Paris chez Présence Africaine. Et à l'origine même de ce projet, c'est surtout une passion commune et puis une amitié aussi. Et une vision commune du livre et l'envie de mettre en avant, comme Oriane le disait très bien, de mettre en avant des récits, des histoires, des voix qu'on avait nous-mêmes envie d'entendre en fait, et qu'on avait envie d'entendre sur nos territoires, en Guadeloupe et en Martinique, et donner la possibilité à ces voix-là de s'exprimer chez elles sans avoir l'obligation de s'exporter, surtout en hexagone. Donc c'est un vrai manque que vous avez ressenti. Il y avait comme une lacune à ce niveau-là sur le paysage littéraire actuel. En tout cas, oui, on s'est senti un peu... voilà, on sentait qu'il y avait un besoin aussi, ne serait-ce qu'auprès de nos proches qui peut-être lisent la même chose que nous, qui aussi avaient du mal à trouver ces genres de récits, de poèmes, de poésie, enfin voilà, autour de ces thématiques féministes, décoloniales, mais écrits et portés par des voix qui nous ressemblent et qui viennent de nos territoires et qui connaissent les mêmes réalités que nous. Alors, féministe et décolonial, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait ? Alors, en fait, on va laisser de la place à des femmes dans le cadre féministe, plutôt. Donc, plus de femmes que d'hommes ? En tout cas, sur les questions féministes, l'important, c'était quand même de leur laisser la place, la parole. Donc, sur des questions qui peuvent aller des petites choses du quotidien ou comme des questions sur le patriarcat et la remise en cause de ce système qui nous sensibilise au quotidien, qui conditionne notre façon de vivre, notre façon
façon d'accéder au travail, de relationner avec les personnes autour de nous. Voilà, en ce moment, il y a une grande sensibilisation qui est faite autour des violences sexistes et sexuelles, et c'est aussi des choses que l'on veut mettre. Voilà, bien évidemment. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que, et Réjeanne peut répondre à cette question, est-ce que c'est un acte politique en soi de publier aujourd'hui? Absolument. Je pense aujourd'hui, comme toujours, à partir du moment où, Césaire lui-même disait qu'un projet politique doit toujours être supporté et même au service d'un projet culturel. Et les deux sont toujours liés. La culture, c'est une façon d'être au monde, de témoigner de ce que nous sommes. Donc c'est toujours politique en fait de se positionner sur le plan culturel. Là on est sur le livre, les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on lit, qu'on raconte aux autres, qu'on écrit sur nous-mêmes, ce sont des traces en fait. Ce sont des traces qui restent et qui vont façonner la façon dont on se pense comme société et ce qu'on va laisser aussi aux générations à venir. Donc c'est profondément politique et on a voulu assumer en fait cette responsabilité dans la construction d'un discours collectif sur le plan féministe et sur le plan décolonial, voire même anticolonialiste. L'idée, c'est de ne pas être seulement dans le discours militant direct, mais aussi d'assumer le fait que les histoires qu'on raconte, les personnages qu'on crée, les récits qu'on construit vont participer à nourrir les révoltes de demain. À sensibiliser sur des expériences de vie à ouvrir les yeux et la conscience, c'est ça en fait. Exactement. Dans un contexte qui parfois, le contexte de l'art, le contexte de l'imaginaire peut être un contexte rassurant et sécurisant aussi pour adresser des questions qui sont difficiles. Donc le premier ouvrage d'Ouvenjoul Lamou, il parle d'amour lesbien caribéen. Donc c'est une thématique en soi qui mérite d'être visible. Pourquoi c'est important maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'exploite pas trop comme thématique et qui était important d'en parler pour vous? Oui, c'était une question importante pour nous, ne serait-ce que dans notre débat et dans notre questionnement, ne serait-ce que féministe aussi, de laisser la place à toutes les femmes de s'exprimer et aussi aux femmes qui font partie de la communauté queer, qui sont souvent minimisées, invisibilisées. Donc c'était aussi une façon aussi militante pour nous de placer ce récit-là en plus comme premier recueil de la maison d'édition. Donc c'était un choix engagé déjà. Oui, bien sûr. Le choix, il s'est fait comment? Parce que c'est des rencontres, c'est comment vous avez sélectionné ce premier ouvrage? Alors je vais peut-être laisser Réjeanne en parler, puisque du coup la rencontre s'est d'abord faite avec Réjeanne. En fait, c'est un choix engagé et puis c'est un choix de cœur aussi, parce que au départ, moi je suis artiste visuelle par ailleurs et j'ai rencontré Jennifer d'abord sur le projet d'illustration du recueil et quand on s'est senti prête à publier notre premier ouvrage, c'était évident quelque part pour nous d'en parler à Jennifer et de voir comment elle se sentait sur le sujet, parce que moi j'ai eu un coup de cœur immédiat pour le texte que j'avais partagé avec Oriane, et Oriane aussi a beaucoup aimé. Donc c'était d'abord un choix du cœur qui est un choix engagé par lui-même, mais c'est un choix du cœur aussi, parce on avait entre les mains ce qui pour nous était une pépite et un ovni à la fois, c'est de la poésie en créole. Donc déjà sur ça, c'est un positionnement qui est très particulier et qui est très fort en tant que tel. C'est de la poésie en créole, c'est de la poésie féminine, d'amour, lesbienne en créole. Ça raconte aussi une façon d'habiter cette caribéanité qui est complètement différente des clichés qu'on a d'habitude en fait. C'est aussi totalement en résonance avec notre projet de dire on va visibiliser des façons d'exister en caribéanité, en créolité, qui sont pas forcément celles qui sont visibilisées le plus souvent. Et là, on a un texte qui est très doux, qui est très puissant et qui est de façon très authentique. Et l'illustration, elle permet d'enrichir en fait le projet. Je vois qu'il y a vous avez une très belle couverture. C'est un but aussi de mettre en avant l'art visuel. Oui, tout à fait. Absolument.
Et puis on a aussi décidé de laisser un peu carte blanche aux artistes qui vont intervenir sur les couvertures, parce que vous verrez, bon là vous n'avez pas le livre sous les yeux, mais une fois qu'il sera enfin entre vos mains, vous verrez qu'on a choisi aussi de bousculer un peu les codes de la couverture traditionnelle. Par exemple, notre dos est totalement dédié à la couverture. Il n'y aura pas de texte sur le dos, alors que c'est quelque chose qui généralement... Voilà, c'est ça. Donc on a vraiment aussi une volonté de casser les codes, ne serait-ce qu'à travers ce qu'on va publier, mais aussi comment on va le publier. Et donc voilà, la couverture fait partie aussi de cette réflexion éditoriale. On va pouvoir conclure, mais alors à long terme, ce serait quoi, Sillage? Est-ce que ça va être juste une maison d'édition ou un vrai mouvement culturel où vous allez pouvoir permettre aux voix caribéennes de s'exprimer? On espère que ça pourra devenir plein de choses, même des choses auxquelles on n'a pas encore pensé. Donc, en effet, accompagner un certain élan culturel et artistique sur les deux îles et pourquoi pas aussi sur d'autres territoires des Outre-mer, de la Caraïbe, hein, bien évidemment. On commence par la Guadeloupe et la Martinique, mais on espère aussi pouvoir faciliter d'autres artistes de texte et d'artistes visuels partout. Voilà. Alors, cet ouvrage, il va être disponible à partir de quand et où ? Alors, l'ouvrage sera disponible à partir du 26 avril sur notre site internet et ensuite la semaine qui suit dans les librairies partenaires, donc en Guadeloupe comme en Martinique. Comme en Martinique, voilà. Et du coup la promotion sera sur les deux îles. Oui. Ok, très bien. Donc j'imagine qu'il y aura des signatures prévues. Il faudra revenir pour en parler. Avec plaisir. On espère avec Jennifer cette fois-ci. Ce serait super. Voilà. Est-ce qu'elle est de la Martinique, hein, Elle est de la Martinique et de la Guadeloupe. Les deux aussi. Oui, voilà. C'est encore plus beau finalement pour ce premier projet. Ouais. Bonne continuation à vous et merci pour le partage. Merci beaucoup. Grand plaisir. On va faire notre deuxième sujet et parler du collectif d'avocats qui s'est organisé autour du meurtre au Moule, une affaire qui suscite beaucoup d'émotions en Guadeloupe et qui relance malheureusement ce débat autour de l'usage de la force par les forces de l'ordre. Un gendarme qui a été mis en examen, on en parle avec ce reportage d'Olivier Félix. C'était un Moulien, membre d'une famille nombreuse du Moule, et qui donc effectivement avait pris ses quartiers dans sa commune et participait effectivement à la vie sociale de sa commune. Comme beaucoup de Guadeloupéens, comme ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, il avait pu connaître dans sa vie des passages à vide, et c'est vrai qu'il avait une situation sociale un peu difficile, puisque c'est quelqu'un qui était beaucoup aidé par un certain nombre de collectivités. Il avait la solidarité guadeloupéenne au secours de ses difficultés. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, pouvait être catégorisé comme étant une personne parmi les plus faibles dans notre société. C'est aussi quelqu'un qui n'était pas en bonne santé et qui, donc, est classifié par loi pénale comme étant un sujet en situation de faiblesse. La justice devra être attentive, à mon sens, à cette quête d'équité qui est sollicitée par la population, même si elle n'est pas dans la rue, même si elle n'a pas de barrage ou quoi que ce soit, mais la population attend qu'il y ait une justice. Et il y va du sens même, où on pourra dire qu'on croit en cette justice. Pour la justice, ce n'est pas seulement un slogan, hein. C'est de voir concrètement, est-ce que la justice, par l'attitude qu'elle prend dans certaines affaires, fait qu'on a envie de croire en elle. Aujourd'hui, sous la toile, pourquoi les gens sont excédés? Pourquoi des fois il y a des propos qui sont des propos très vifs? Parce que les gens se disent, mais le suivant, c'est qui? Ce que nous, comme avocats, allons faire, c'est mettre tout en œuvre pour faire en sorte que tous les instruments à notre disposition, que ce soit les instruments qui passent par les actes à présenter pour être recevable dans ces plaintes, ou les instruments qui consistent à faire tous les recours qu'il faut, jusque s'il le faut au niveau international, tous ces recours seront faits pour faire en sorte que justice soit rendue à la famille. Tout. Nous allons communiquer et je peux vous annoncer avec l'accord de mes confrères l'organisation dans les jours qui viennent d'une conférence de presse pour faire en sorte qu'on puisse, une fois qu'on aura eu connaissance du dossier, non pas révéler le contenu du dossier, mais vous donner notre sentiment sur cette affaire
et sur ce qu'il y a lieu d'entreprendre pour faire en sorte que l'opinion publique pèse. Voilà, donc une quête de justice qui est demandée, mais aussi des actions concrètes pour améliorer la justice pour tous. On va parler d'autre chose, un festival cosmique inédit dédié au bien-être, à la reconnexion à soi, à l'exploration intérieure. Le Cosmic Festival aura lieu ce week-end pendant 2 jours, une immersion entre yoga, rituel, méditation, danse, expérience sensorielle dans un cadre naturel en Guadeloupe et une pensée organisée autour d'un sanctuaire moderne qui réunit 30 intervenants et propose plusieurs parcours possibles pour les participants. On en parle avec Fanny et Cathy Ché qui sont là pour nous parler de cette première édition. Bonjour mesdames, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc Fanny est professeure de yoga et kiné et Cathy est consultante événementielle et donc à deux vous êtes sœurs. Vous avez décidé de mettre en œuvre ce festival. D'où est née cette idée de festival ? Cette idée de festival, je crois que je l'ai eu avant tout. En fait, je suis professeure de yoga depuis une dizaine d'années en Guadeloupe, je pratique moi-même depuis une vingtaine d'années. Et j'ai vraiment vu là, les pratiques se développer et s'étendre. Et j'avais vraiment à cœur de... ça faisait un peu dans mon esprit comme si tout le monde allumait son petit feu de joie avec ses pépites, avec comment il aidait à améliorer... le monde en fait à sa manière. Et puis là l'idée c'est de créer un gros feu de joie tous ensemble. D'accord. Et dans ce cas là on sait que en fait quand c'est 2 plus 2 ça fait pas 4 mais c'est 2 puissance 2 qui fonctionne quand on réunit les gens. D'accord. Alors on parle d'un sanctuaire hors du temps, mais concrètement qu'est-ce que les gens vont vivre pendant ces 2 jours ? Donc c'est 2 jours où on va avoir des ateliers de tout type, du yoga, de la méditation, des rituels, etc. Le but, c'est vraiment que les gens puissent se retrouver, se connecter, écouter leur cœur, écouter leur corps, se transformer s'ils veulent aller plus loin. Mais en tout cas, un espace où tout le monde est accepté, puisse s'honorer et profiter pendant ces 2 jours de toutes ces activités. Alors, il y a énormément de choses, il y a plusieurs espaces. Comment on peut se retrouver justement sur tout ça ? Parce que ça fait beaucoup d'ateliers en même temps. Comment un participant va s'y retrouver ? Est-ce qu'il y a des parcours de prévus, de proposés ? Vas-y. On a proposé, nous, des parcours parce qu'il y a beaucoup d'activités différentes. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un festival qui est ouvert à tous, aux débutants, aux personnes qui pratiquent le yoga depuis des années, qui veulent découvrir de nouvelles pratiques, aux familles, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes. C'est gratuit pour les enfants parce qu'on veut vraiment que ce soit un endroit... qui accepte tout le monde, où tout le monde se sent bienvenu. Donc nous, on propose des parcours pour aider un peu les participants, mais il y a vraiment un choix qui fait que vous allez être appelés par certains ateliers. Ils peuvent se laisser guider par le cœur, quoi. Donc on peut venir sans expérience aucune, oui. Sans avoir jamais pratiqué, sans être souple, sans voilà. Voilà, rien. On peut juste vouloir se dire en fait, j'ai envie de savoir ce que c'est, ou j'ai envie de peut-être me découvrir un peu plus. Ou peut-être même se laisser surprendre et se dire j'ai juste envie d'aller passer un bon moment et aller voir ce qui se présente et comment en fait finalement ça se révèle à vous. D'accord. On va revenir dans un instant avec vous, on va faire notre pause publicitaire et j'ai envie de savoir un peu plus sur le contenu du programme. On fait notre pause, on revient dans un instant. Voilà, de retour sur le plateau du ZCL et on va continuer sur le Cosmic Festival, parler de ce festival qui aura lieu ce week-end, donc 18 et 19 avril, sur Saint-François. On reçoit Fanny et Cathy Ché qui sont là pour nous en parler. Donc yoga, bain sonore, inner dance, rituel. Comment vous avez construit cette programmation ? Est-ce que c'est des rencontres ? Est-ce qu'il y avait une orientation, une volonté particulière sur cette première ? Que ce soit le festival parfait pour nous.
en fait, on s'est dit, si ça nous plaît entièrement, ça va trouver aussi son public. Notre critère, c'était, je choisissais un truc, si ça plaisait aussi à Cathy. Comme on n'a pas le même rapport à ces ateliers, on se disait, si ça nous plaît à toutes les deux, c'est que ça pourra toucher un large panel. Un large panel. Et est-ce qu'on parle vraiment de festival bien-être ou bien alors d'une expérience de transformation avec tout moi, ça? j'appelle pas trop ça bien-être parce que le yoga... le yoga, c'est pas du bien-être tellement, c'est plus un chemin de transformation, un style de vie. Et même si là, c'est pas que du yoga, c'est tous des ateliers qui permettent en vrai de se transformer, de se connecter à soi-même, à son origine, pour mieux s'expandre, en fait, à l'amour de soi, pour mieux aimer l'autre. Du coup, c'est plutôt tout ça qu'on propose qu'un espace de détente. Après, souvent, on y arrive pour ça, pour de la détente. Parce que de toute façon, pour aller toucher son point d'origine et son cœur, en gros, il faut que le corps d'abord soit détendu pour aller toucher la profondeur. Donc là, il y aura plusieurs espaces, donc avec une cérémonie d'ouverture, de clôture sur les 2 jours. Est-ce qu'on peut expliquer un peu pourquoi ce concept? On aime le fait de réunir tout le monde. Et même si là, après, tout le monde va se disperser dans des ateliers, on trouve ça important d'ouvrir l'espace, vraiment d'ouvrir l'espace du festival comme un rituel sacré, d'ouvrir ensemble cet espace, de créer comme une bulle. Et on l'ouvre avec un rituel de cacao sacré. Et la particularité de cette plante médecine et de l'esprit du cacao, qu'on appelle Mama Cacao, c'est d'ouvrir les cœurs. Du coup, commencer en tous consciemment s'ouvrant le cœur, je pense que c'est une belle manière de commencer. À accueillir et à recevoir. Et à créer l'énergie de groupe. L'énergie, d'accord. Donc il y aura aussi des espaces pour des soins, des massages, pour découvrir des intervenants, des praticiens. Il y a aussi pour enfants, puisque un espace dédié pour les enfants avec des spectacles, notamment Trompettus, qui sera à l'honneur, donc pour permettre à tout le monde de venir, grand comme petit. C'est quoi l'idée si vous avez envie que les gens repartent avec une chose, ce serait quoi pendant ce festival? Ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent profiter pour vraiment s'écouter. Écouter ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment écouter son cœur, écouter son corps, prendre du temps pour soi et du coup peut-être aller plus loin et découvrir d'autres choses. Et sortir en transformé. Ouais. Il y aura vraiment un avant et un après Cosmic Festival pour moi, même si c'est notre première édition. Là, on a déjà fait des réunions intervenants et il y a vraiment une magie qui s'est créée. Incroyable. J'en ai des frissons là à le dire encore. Et du coup, on ne peut pas savoir ce que ça va donner. Voilà, Iman fait partie des intervenants. Elle vient de donner un atelier sur la danse, Isis, féminin solaire, mais il y aura d'autres types de danse aussi et d'autres rituels, d'autres choses à découvrir qui sont incroyables. Et c'est vrai que le choix des intervenants est important, mais la synergie entre chacun est importante aussi pour créer une communauté. Voilà. Quoi. Là, c'est vraiment... moi, j'aime vraiment cet esprit famille, communauté, que là, on se sente dans la famille cosmique, même si, bien sûr, on a plein d'autres familles ailleurs, mais de créer comme ça des vagues qu'on essaie de propager... l'amour, la connexion au vivant, la connaissance de soi. Alors concrètement, donc ça se passe à Nacardier, donc c'est à Saint-François. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre un jour ou un atelier ou comment ça se passe pour les gens qui nous écoutent? Alors, on propose des passes 1 journée ou 2 journées qui donnent accès à tous les ateliers. Vous venez sur la journée du samedi, il n'y a pas besoin de choisir en avance. Vous arrivez, vous allez là où vous avez envie d'aller. Alors, on peut manger sur place. On peut manger sur place, il y a des stands de nourriture. Et des ateliers, il n'y a pas de réservation. Donc, vous pouvez arriver même le jour J, il y a une billetterie sur place, etc. D'accord. Un numéro de téléphone ou un site peut-être si on veut s'inscrire? Alors le site internet c'est www.cosmicyogafestival.com. Je voulais préciser que c'était gratuit pour les enfants. Oui. On l'a peut-être déjà dit. 06 90. Jusqu'à quel âge? Ouais, jusqu'à quel âge?
14. Et après, c'est 14, moitié 16. prix. Et après, il y a un tarif aussi jeune et étudiant. D'accord. Et après, un tarif classique. Très bien. Donc, le numéro de téléphone. téléphone, 06 90 609 202. 06 90 609 202. Bonjour, merci et merci pour ce festival, première édition, donc 18 au 19 avril, Saint-François, avec plus de 30 intervenants, énormément de possibilités de développement et de bien-être pour petits et grands. C'est l'occasion vraiment d'une vraie expérience immersive et d'explorer à l'intérieur de soi plein de choses et la connexion au vivant. Merci mesdames. Merci beaucoup. On va rester dans le domaine culturel et mettre en lumière le patrimoine en le réinventant. C'est l'ambition du festival Patrimoine en Lumière et deuxième édition sur Basse-Terre. Plusieurs jours, la ville va se transformer avec un parcours artistique, des spectacles, des concerts, de la gastronomie, de la création contemporaine, un programme incroyable, n'est-ce pas, Monsieur Boyau? Vous êtes là pour nous en parler. Bonjour. Alors, bonjour deuxième édition de ce festival. Absolument. Alors, quelle est l'ambition de ce festival? Donc, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est du lourd qui s'annonce. Vraiment. Dès la fin de ce mois-ci. À Basse-Terre, dans sa deuxième édition, donc fort du succès donc, de sa première édition, donc le festival confirme son ambition, en fait, en tout cas Basse-Terre, le maire de Basse-Terre, dans sa volonté politique et culturelle, pour donner à Basse-Terre toute sa dimension, n'est-ce pas, ça confirme son ambition de faire de Basse-Terre donc un territoire d'excellence, si on peut dire, culturel, en valorisant ses patrimoines, c'est le but, c'est tout à fait donc dans le sens que donc, mais là, c'est pas une approche classique que vous avez. Absolument. C'est vraiment très multi-angle, on va dire ça comme ça. Pour tout vous dire, c'est pas tout d'organiser un festival. On a voulu faire un festival qui soit unique. Donc il a fallu réfléchir. Et donc réfléchir sur quel angle, quelle philosophie. Et donc l'idée du label Ville d'Art et d'Histoire, car Basse-Terre, c'est une ville d'art et d'histoire depuis 1995. Je rappelle que c'est une ville qui a une vingtaine donc, de bâtiments classés, inscrits pour d'autres, et même un bâtiment classé monument remarquable. Je parle de la chapelle de Sainte-Thérèse. Donc c'est vous dire qu'avec cette richesse patrimoniale, nous avons trouvé l'angle, n'est-ce pas, sous lequel on placerait ce festival. Et ça donne aujourd'hui, donc depuis déjà 2 ans, le festival Patrimoine en Lumière qui mettra effectivement en valeur donc tout ce patrimoine. Donc nous inviterons donc toute la Guadeloupe, je dis bien toute la Guadeloupe, à venir à Basse-Terre. Il y a de la place pour tout le monde et venir donc assister. Absolument, non, le parking, il y a de la place pour tout le monde, tout à fait, pour vivre ces temps forts. Alors quels sont-ils ces temps forts? Parce qu'il y en a plusieurs, il y a tellement de choses dans ce programme. Comment on fait pour... J'ai un guide pour ne pas me tromper. Merci. J'ai un guide. Alors déjà, la semaine prochaine, pardon, le 21, vous avez une conférence de presse qui véritablement donnera le ton à ce festival, qu'il est important pour nous de bien dire à la population de quoi il s'agit et ce qu'on attend de ce festival. Et donc, dès le 21, conférence de presse, toute la presse, donc y compris vous, n'est-ce pas, sera conviée pour entendre, écouter un peu comment les choses vont se passer. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire au déroulé véritablement de ce festival. Alors, il y a plusieurs rendez-vous. On a le festival jeunesse, le festival jeunesse culinaire, 3 rues, 3 ambiances, absolument, des concerts, de la danse, c'est normal. Wow. On a pensé à tout le monde. on a pensé à tout le monde. Okay. Il y a la jeunesse, donc festival de la jeunesse. Il y a le pavillon culinaire. Là aussi, il va falloir donc associer. Et donc, côté festif, mais aussi côté culinaire, n'est-ce pas? C'est important. Les concerts, évidemment, incontournables, avec des artistes qui nous viennent un peu de partout et qui vont pouvoir donc agrémenter donc, ces 3-4 jours de moments extraordinaires, musicalement parlant. Et aussi de la danse. Bien sûr, là, j'en profite pour faire un clin d'œil à notre ami Gérard Boumaou de l'Archipel, qui est aussi partenaire et qui en ce moment même organise son festival de danse, n'est-ce pas, et qui travaille même dans la main avec la ville de Basse-Terre. Donc Basse-Terre bouillonne. Depuis le mois d'avril avec l'Archipel et son festival de danse. Et ensuite, tout de suite après, eh bien, vous avez le festival Patrimoine en Lumière. Donc les choses se passent bien et pour le bonheur de toute une population qui n'attend que ça.
Alors, est-ce qu'on peut faire un petit focus? Alors, le festival jeunesse, ça va se dérouler sur 5 jours, c'est ça? Donc, c'est plus pour les enfants, c'est ça? Il se décline en fait en 3 chapitres, durant 5 jours. 3 chapitres. Il y a un off dans les établissements scolaires, en collaboration avec l'archipel, on l'a dit, du 28 au 30 avril. Donc à la fin du mois. Tout à fait. Donc des spectacles de contes, cirque, musique ou théâtre seront proposés aux enfants de 0 à 18 ans. Vous voyez, c'est assez large. Dans les écoles primaires, les lycées du chef-lieu et des villes limitrophes. Un rendez-vous déambulatoire avec les collégiens vous sera proposé le 30 avril de 9h à 16h. C'est bien ce qui est prévu. Alors, ça va se situer entre l'auditorium et l'esplanade du port, entre spectacle vivant et exposition. Et enfin, les 2 et 3 mai 2026, un espace leur est entièrement dédié avec des activités ludiques et pédagogiques clôturées le samedi 2 mai par un concert silencieux parents-enfants d'Izzy Kenenga qu'on ne présente plus. J'espère qu'il sera de la partie. Et voilà donc en gros ce qui nous attend pour ce qui est donc du festival jeunesse. Et donc il y aura aussi la partie culinaire. Je vois qu'il y a la chef Naomi Martineau qui sera avec Cyril Allais, donc qui va nous faire découvrir des... Absolument, ils seront là, ils seront de la partie pour nous faire découvrir justement donc des talks, des masterclass et un dîner des chefs de haute facture autour de 2 ingrédients phares. Le gombo, bien connu ici, chez nous, et le cacao, on en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, avec mesdames. Une façon à la fois donc magistrale et intimiste d'éduquer nos mémoires et nos palais. Donc là, il va y avoir donc de quoi donc se régaler entre guillemets et bien écouter un peu surtout les valeurs gustatives donc de ces mets qui nous seront proposés par le chef, on a dit son nom, Naomi Martineau et Cyril Allais. Et en même temps, ça va bouger, il y aura des ambiances, des blocs parties, c'est un peu la tendance actuelle. C'est important. On a voulu aussi associer. Master bouge absolument. On a voulu associer un peu nos rues emblématiques avec des restaurants qui sont là aussi emblématiques, qui sont parmi les plus anciens de la capitale. Et donc les rues seront de la partie, vont vibrer, vont vivre justement. Et dans le centre-ville, donc 3 rues seront en fait ciblées pour cette scène de bloc party, comme vous venez de dire, hors du commun, on le précise, puisque nous ferons voyager dans le temps, en collaboration avec les restaurants historiques, de la ville, tout le monde connaît le Moulin Blanc, le Lait Rose, la Spatule et la Ruine. Donc ce sont des moments forts où on pourra déambuler en toute sécurité, parce que là aussi, on a veillé à ce que la population qui s'y rendra donc, sera donc sécurisée, parce que c'est important pour permettre à tous ces gens de bien apprécier tout ce que nous allons leur proposer dans ces 3 rues, avec ces restaurateurs, avec ce qu'il y a à découvrir. Enfin bref, tout le monde sera bien comme il faut, en toute sécurité, en plein centre-ville de Basse-Terre. Je vois aussi qu'il y a des concerts avec des passeuses de mémoire. On a quand même du beau monde sur ces scènes. Je vois, alors j'ai vu, c'était... Je retrouve même plus... Ah oui, Arnaud Dolmen et il y a aussi Bitova au basse qui sont prévus. Ah ben voilà, il y a du beau oui, monde, il faut donner une autre dimension. Une autre dimension, une autre internationale, si je puis dire, avec des artistes qui nous viennent un peu de partout. Il y a 2 ans, nous avions donc Mélo Cédélu, qui nous venait donc des États-Unis, avec aussi des monstres sur le plan musical. Et là, nous avons Bitova, bien connu de la Guadeloupe, qui nous revient avec un concert extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il en reste encore de place. Déjà ? Ah oui, ça part très vite. Mais comment c'est possible ? Il y a une billetterie de mise, de mise en ligne. Et là, je peux vous dire que ça part très bien. Il y a Arnaud Dolmen, oui, jeune de chez nous, mais aussi qui fait son petit bout de chemin, et qui a eu beaucoup de prix, notamment, qui sera là. Et, enfin, en tous les cas, nous avons donc un panel d'artistes qui pourront donc aussi au Champ d'Orbeau, n'oublions pas le Champ d'Orbeau. Là aussi, il va y avoir une scène avec Nico, un jeune qui monte, qui n'arrête pas de monter, il est de Basse-Terre, et qui fait du beau travail. Nous aurons de la danse, une restitution aussi du théâtre, des visites guidées et des conférences pour justement... Vous avez pensé à tout, en fait. On a pensé à tout, on a essayé. Mais vous savez, il y a toujours encore à parfaire. Tout n'est toujours pas parfait, mais on tend à
à n'oublier personne, mais effectivement, tout le monde n'est pas de la partie, parce que bon, on ne peut pas avoir tout le monde en même temps, mais bon, je dis aux artistes qui ne sont pas, ils y seront la prochaine fois. Il y aura d'autres rendez-vous en dehors du festival pour la ville de Basse-Terre, rappelons-le, parce que nous avons un programme quand même assez dense. Ouais. Assez dense, pour permettre donc aux artistes de s'exprimer, de se réaliser. C'est le but en tout cas, et la volonté du maire de Basse-Terre et de son équipe de pouvoir faire vivre Basse-Terre culturellement. Bon, en tout cas, on a compris qu'à partir du 29 avril, c'est à Basse-Terre que tout se passe. Tout le monde est à Basse-Terre. Tout le monde doit être à Basse-Terre. Tout le monde doit être à Basse-Terre. Jusqu'au 3 mai, oui, voilà, on va changer se débrouiller, de résidence. absolument, voilà. on va se débrouiller, les gîtes vont vivre, enfin les personnes qui pourront donc dormir sur place, on va se débrouiller. Tout le monde sera à Basse-Terre et nous allons faire découvrir ce potentiel énorme de la ville de Basse-Terre, parce que Basse-Terre a un potentiel énorme, c'est vrai. Et donc c'est le but justement de ce festival et d'autres manifestations qui vont permettre justement à toute la Guadeloupe de découvrir Basse-Terre, et Basse-Terre qui atteint ici là, son apogée à travers ce festival, et donner à Basse-Terre toute sa dimension culturelle. Donc voilà. Un vrai levier vivant, voilà, pour notre patrimoine, le faire évoluer et l'ancrer encore un peu plus dans le présent. C'est très important, d'où l'importance d'avoir les partenaires qui ont compris, les partenaires qui en s'associant donc à ce festival, nous permettent justement de les valoriser. C'est important, parce que sans partenaires, vous n'allez pas loin. Je n'oublie pas les partenaires institutionnels, mais il y a aussi les partenaires privés qui eux aussi sont là, et tous ces gens ont compris l'importance qu'il y avait d'associer leur enseigne donc à ce festival, et pour faire que Basse-Terre vive un moment extraordinaire. Je rappelle qu'au-delà du festival, nous avons une programmation de ce premier semestre, n'est-ce pas, qui va de janvier à juillet. Donc il n'y a pas que le festival. Le festival reste un des temps forts du mouvement culturel à Basse-Terre, mais il y a aussi donc toute une série de manifestations, des jams qui sont organisés donc notamment à la Maison Cookie, que les gens ont commencé donc à s'approprier, et jusqu'au mois de juillet, donc Basse-Terre vivra. Basse-Terre va bouillonner, et Basse-Terre attend donc toute la Guadeloupe, et au-delà de la Guadeloupe, les gens qui s'intéressent un peu à la culture. Alors, où est-ce qu'on peut prendre son ticket, avoir le programme pour voir réserver Alors, les programmes là, je crois que Madame Pierrot, qui est notre chargée de communication en termes de promotion, est en train de s'activer. Je peux vous dire que les panneaux déjà fleurissent un peu partout. En venant ici, j'ai vu des panneaux, 4 ou 5 sur 5, n'est-ce pas? Là, c'est le département qui s'en occupe, qui est un partenaire phare aussi du festival. Les tickets, je crois que sur les réseaux, nous avons donc fait, voilà, nous avons... oui, ça apparaît à l'image. Nous avons diffusé donc l'affiche, voilà, pour que les gens puissent déjà s'activer au niveau donc des réservations, billetterie en ligne. Donc tout est déjà en place, les gens s'activent, je vous dis que ça part très bien, ça part très vite. Et puis, bon, les gens se rapprochent de la ville de Basse-Terre, les gens peuvent nous appeler pour avoir tous les renseignements qu'il faut. Vous avez un numéro de téléphone? Absolument, donc le 06 90 65 66 09. Ils peuvent m'appeler, je les dirigerai effectivement vers le service culture et patrimoine dirigé par notre directrice, Madame Stéphanie Mélion-Rénette, qui se fera un plaisir de renseigner sur tout ce qu'il est bon de savoir sur ce festival Patrimoine en lumière de la ville de Basse-Terre. Merci, Monsieur Boyau, pour nous avoir permis d'explorer ce festival. On va revenir sur l'actualité et parler du commerce en Larry sur Pointe-à-Pitre. Donc, comment concilier l'animation du centre-ville et la qualité de vie des habitants. Une réunion de concertation a eu lieu pour organiser donc les initiatives comme Commerce en Larry. On en parle avec Loïs Laine. Autour de la table, il y avait des habitants, des commerçants, la municipalité, avec un objectif commun de mieux coordonner les prochaines éditions. L'AFPAC porte le projet de la manifestation Commerce en Larry, voilà, qui est un projet qu'on a coporté avec la ville de Pointe-à-Pitre. Donc l'idée est toute simple, hein, c'est de ramener de la vie dans Pointe-à-Pitre, donc d'investir la rue comme un espace à la fois culturel
et commercial, puisque l'idée c'est à la fois de mettre en valeur des artisans et des agrotransformateurs locaux, par exemple, en tout cas des commerçants locaux, tout en associant des expériences culturelles, donc sur des thématiques déterminées. Je me réjouis de cette réunion de concertation qui a permis aux positions de se rapprocher. On a d'un côté des personnes qui vivent dans la ville et vivent dans la rue Achille-Roy-des-Bois-Neufs et qui sont en recherche de quiétude pour pouvoir mener une vie normale. Et on a des gens qui croient en la ville de Pointe-à-Pitre, qui investissent à Pointe-à-Pitre et qui souhaitent saisir la manne que constituent des milliers de touristes déversés sur notre port de croisière pendant 4 mois. Donc les positions ont pu se rapprocher, on a pu comprendre les riverains et voir comment on peut améliorer leur qualité de vie en réduisant sur la musique, en orientant les enceintes autrement, en permettant la circulation des secours. Donc j'ai trouvé un public conciliant, en quête de compromis. Et je suis très fier qu'on ait pu organiser cette concertation. Le chemin n'est pas complètement parcouru parce qu'on envisage de signer une charte. Et cette charte est en cours de discussion. Elle va être transférée à tous les participants. Et nous espérons que, en prévision de la prochaine saison, Pointe-à-Pitre continuera à offrir une animation, à offrir un lieu d'accueil aux visiteurs qui ne leur donne pas le sentiment que c'est une ville en deuil. Cette réunion de concertation organisée par la municipalité était une étape importante. Déjà, puisque nous, forcément, on a été portés par notre enthousiasme et notre fierté d'organiser cette manifestation. Donc, on n'a pas forcément identifié des problèmes potentiels liés à la manifestation. Et jusqu'ici, on en était très fiers, puisqu'au niveau à la fois au niveau des commerçants qui étaient présents sur notre village artisanal, à la fois au niveau des commerçants autour et même du public, on a reçu des retours très positifs. Maintenant, la question principale portait sur des désagréments, donc des nuisances pour les personnes qui résident aux abords de la manifestation, notamment au niveau sonore, en termes de circulation aussi. Donc on a compris qu'il y a effectivement des harmonisations à trouver en termes de logistique notamment, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Et notre volonté, c'est quand même de rassembler autour de la manifestation. Voilà donc des initiatives qui redonnent vie à nos villes et à nos territoires. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On parlera tout à l'heure du voyage de Tite-Lis, donc avec Colette Spartacus et Jean-Philippe Mabi. On revient dans un instant. Voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Colette Spartacus et Jean-Philippe Mabi sont là pour nous parler d'un spectacle, le fabuleux voyage de Tite-Lis. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. On revient dans un instant et on va revenir à l'actualité, parler de cette série Bandit qui fait parler d'elle depuis sa sortie du 9 avril sur Netflix, tournée en Martinique. Cette série suit le destin d'une fratrie confrontée à la perte de leur mère et au choix difficile pour survivre entre solidarité, tentation du trafic de drogue. Un récit qui est à la fois social, intense et ancré dans nos réalités. Et alors, cette série suscite énormément de polémiques. On en parle avec vous sur ce micro-trottoir. La série, elle était sympa. J'ai pas fini, je suis à l'épisode 3, mais ça reflète un peu comment la vie de certaines personnes se passe. Comment, à cause des difficultés, à cause du manque d'argent, du manque de soutien, les familles plongent dans le chaos et certains se tournent vers la drogue et les armes. Et du coup, ça met tout le monde en difficulté. Mais comme je n'ai pas fini la série, donc je ne sais pas comment ça se passe en fait. Incroyable. Incroyable. Franchement, ça reste à réfléchir. Bonne série, je pense, j'ai hâte de voir la saison 2. Les acteurs sont plutôt pas mal. Ce que je déplore, c'est que ce type de série, on prône un peu la violence et qu'on démontre un peu la violence. J'aurais préféré avoir une série où on nous montre des jeunes noirs qui sont des geeks, qui fabriquent des choses ingénieuses.
plutôt que de les voir s'entretuer et de voir des familles comme ça déplorer. On va dire que c'est très accentué sur le banditisme et que je trouve que ça ne reflète pas spécialement parce que dans les Antilles, il y a beaucoup de personnes qui deal, il y a beaucoup de personnes qui font leur petit business et ça ressemble pas à ça. Là, c'est très cartel, très on vise gros, on vise machin. Et comme on disait, on dit qu'on n'est qu'à l'épisode 3, pour moi 2. Donc peut-être que par la suite, je pourrais faire un dénouement qui me fait voir ça plus réaliste. Pour moi, c'est la situation de beaucoup de familles aux Antilles. Pour moi, la série, elle est parfaite. C'est ça, je le débrouillardise. Vous avez certainement dans les Antilles, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, des jeunes qui sont extrêmement brillants, qui sont des geeks dans leur chambre et que peut-être qu'il faudrait aller les voir, il faudrait leur donner un espace de parole, mais pas diffuser ce genre de choses où c'est le grand banditisme, c'est l'intelligence d'un jeune homme de 16 ans au profit de quoi? Voilà, mais sinon, les acteurs jouent bien, c'est pas mal. Voilà, une polémique suscitée pour cette série qui est quand même inspirée de faits réels. Je veux dire, c'est dans notre quotidien, il y a encore beaucoup de violence, mais voilà, on va surfer sur la vague et parler de poésie, d'humour et de transmission culturelle avec les petits, mais aussi les grands, avec le fabuleux voyage de Tite-Lit qui raconte l'histoire d'une marionnette qui est née d'un dessin d'enfant en Guadeloupe, qui est devenu célèbre, qui a voyagé, qui parle de diversité et de partage culturel. Et on est là avec Colette Spartacus et Jean-Philippe Mabi pour en parler. Comment est né Tite-Lit? On va commencer par ça. Alors, comment est né Tite-Lit? Alors, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui le savent, mais en fait, Tite-Lit, elle est née dans une classe. Elle a une classe à Saint-Claude, à Arlette-Salomon, une classe de maternelle, suite à un projet qui avait été mis en place dans l'école. On avait travaillé sur la thématique de l'arrivée des premiers Indiens en Guadeloupe. Donc, on sait qu'à Saint-Claude, il y a une communauté indienne qui est présente, très présente. Donc, au cours de ce projet, après avoir exploré plusieurs domaines, à la fois au niveau artistique, mais aussi au niveau culturel d'une manière générale, les enfants ont été amenés à dessiner, danseurs ou danseuses indiennes, avec tout ce qu'ils avaient appris. Et donc, les dessins ont été accrochés au mur, et il y en a une qui tombait tout le temps par terre. Voilà. Donc, ce dessin, à un moment donné, est devenu plus important que les autres, bien que tous les autres ont pu voyager avec la complicité des parents. Donc, il y a un des dessins qui a voyagé avec Jean-Philippe, qui est arrivé un jour dans ma classe et qui l'avait prise et dit moi, je vais la faire voyager aussi. Et donc, ça a donné, à l'issue, il a fait un montage qui est visible sur YouTube et qui a été montré aux enfants, qui étaient très étonnés de voir qu'effectivement, elle pouvait vraiment voyager. Et voilà, on sentait que l'histoire n'était pas achevée, on était en fin d'année, mais les circonstances ont fait qu'on a dû la mettre dans un tiroir. Et puis, 10 ans après, c'est Jean-Philippe qui m'appelle en me disant on est aux 170 ans de l'arrivée des Indiens, on a l'occasion, en tout cas le prétexte, de la faire ressortir du tiroir. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de là, ça a été très très vite. On s'est réunis, on a nommé cette poupée, ce dessin qui est devenu après une marionnette, une poupée. Et on l'a nommé Tite-Lit parce que Tite-Lit, ça veut dire papillon en hindi. Donc forcément en référence avec notre île, l'île Papillon. Mais aussi parce que, en fait, pour devenir papillon, on passe par plusieurs phases, plusieurs temps de métamorphose avant enfin de pouvoir s'envoler. Voilà, donc à partir de là, l'association s'est créée. On était à 5 membres au début, et puis ça a été très vite. On a eu monsieur Hervé Guibert, un ami, donc qui nous a sculpté une Tite-Lit géante qui fait 2,50 m, qui est sur roulette. Et qu'on a pu faire voyager, oui, tout à fait. On a pu la faire voyager, mais alors là, elle n'a pas traversé la mer, elle. Elle n'a pas aimé. Enfin, si, elle est allée à Terre de Haut, Terre de Bas. D'accord. Et puis aussi, elle a fait plusieurs expositions, dont la première exposition à l'université de Saint-Claude, ensuite à la Maison du Patrimoine à Basse-Terre, et puis à nouveau 2 autres fois aussi à l'université. Et en ce moment, elle est à l'OVAP à Saint-Claude. Voilà.
Donc elle est là, toujours autour d'une exposition qui relate l'arrivée des premiers Indiens et en même temps son histoire de voyage, parce qu'elle voyage. Voilà. Donc c'est à la fois, au départ, c'est un outil pédagogique, oui. et ça s'est transformé en autre chose, une dimension historique, un spectacle, un voyage interculturel. Comment vous intervenez dans tout ça, du coup, Monsieur Babi? Alors, je pense à toutes les étapes avec toute l'équipe. Toutes les étapes de transformation. Oui, voilà, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a compris qu'il fallait écrire une narration. Encore une fois, c'est pour les enfants, petits et grands. Et c'est de là qu'on a imaginé un album, en fait. L'album Le Rêve de Titli, et qui raconte un petit peu ce narratif de cette... donc voilà, Titli qui est là, voilà. Il va s'échapper de son dessin pour aller... C'est une quête, en fait, pour aller retrouver un peu les lieux qui correspondent, en fait, là où sont venues les personnes, l'Inde, le Sénégal, mais ailleurs. Et suite à... Donc évidemment, c'est avec des animaux qui sont très symboliques, qu'on retrouve en Guadeloupe, comme la tortue, la baleine, mais aussi des animaux symboliques. Par exemple, quand je suis allé au Sénégal, il faut se trouver à Foundiougne, le serpent qui a le nom de Laga, c'est le protecteur de la ville. Donc à chaque fois, la tortue, par exemple, il y a une symbole très forte au niveau de la culture indo-guadeloupéenne aussi. Et l'idée, c'est aussi de raccrocher dans l'imaginaire, mais aussi par rapport à quelque chose qui est très important, ce qui constituait les contes, les légendes, et qui est un peu le soubassement de ce que l'on fait actuellement, d'accord, dans nos vies. Qui est très imprégné de notre culture. Exactement. En fait, Et par la suite, donc, en fait, le spectacle, le fabuleux voyage de Titli, c'est une interprétation. C'est-à-dire, on reprend quelques éléments, mais en fait, on a voulu que ça soit la rencontre entre un clown qui s'appelle Buffito et cette marionnette Titli. Alors, le clown... Donc, c'est vous le clown? Oui, le clown, c'est parce que, voilà, c'est vraiment, on voit tout de suite que c'est par rapport aux enfants, il y a quelque chose qui ça permet de capter leur attention plus facilement, c'est ça? L'attention et aussi, surtout que moi, je ne parle pas dans le spectacle, donc on passe beaucoup par les expressions, en fait. Les expressions et l'interaction. C'est-à-dire, on interagit. C'est-à-dire que le clown ne peut pas exister sans avoir l'interaction des enfants. Et donc, il y a cette rencontre avec cette marionnette. Et en fait, le clown va simplement devenir l'accompagnateur de Titli. Parce qu'elle, ce qu'elle veut... C'est voyager. C'est voyager, mais pas pour n'importe quoi. C'est pas un simple voyage de touriste. C'est qu'en fait, sa quête, c'est aller à la rencontre de ses frères et sœurs qui sont nés en Guadeloupe. Donc, il y a Satya, qui est retournée en Inde, qui est devenue danseuse en Inde, dans l'imaginaire. Il y a Didou, qui est devenu un grand joueur de tambour au Sénégal. Et il y a Chiara. Chiara, elle bouge un peu, c'est un peu la globe-trotter. En fait, elle se situe dans le spectacle à la fin du tableau, où en fait, là où on va jouer. Par exemple, quand j'ai joué à Montpellier, Chiara, elle vivait à Montpellier. D'accord. Quand je l'ai joué à Nantes, Chiara, elle était nantaise. Et là, quand on va la jouer à Terre de Haut, elle sera saintoise. D'accord, donc vous adaptez aussi à chaque fois le spectacle à l'existant, en fait. Alors, à l'existant, mais c'est aussi, c'est interactif et un partage. C'est-à-dire, en amont, il y a une réflexion, si on joue dans les écoles, de savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Et notamment avec donc, il y a une vraie démarche en amont pour présenter le spectacle. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va être différent, c'est ça? Complètement. Il y a une trame, il y a une base. C'est-à-dire les premiers tableaux, voilà, on commence par donc la découverte de la Guadeloupe. Ça commence par le tableau de la Guadeloupe. Buffito découvre la Guadeloupe. Et après, c'est donc l'Inde, l'Afrique. Et c'est à ce moment-là, il y a ce tableau qui s'ouvre. Donc, comme on va retourner à Terre de Haut, par exemple, ou à Terre de Bas, ou à Saint-Claude, si on prend Saint-Claude, c'est aux élèves avec leurs enseignants d'imaginer quelle fresque on veut mettre en valeur. Ça peut être aussi avec des costumes, ça peut être avec des accessoires. Voilà. Donc, c'est un voyage interculturel. Jusqu'où elle peut aller, Titli? Elle n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En fait, je dirais que oui. Enfin, elle veut réunir un petit peu tous les continents parce que derrière ça, il y a la réflexion qui concerne directement nos territoires. Je parlerai plus précisément de la Guadeloupe et de la Martinique qui ont eu à peu près les mêmes immigrations. Pour les îles anglaises et espagnoles, c'est un petit peu différent. Mais il y avait Édouard Glissant qui a signifié ça par ce terme, qu'on est de tout le monde. Et qu'on est, si chacun devait ici faire son test ADN, je pense qu'on aurait beaucoup de surprises. Oui, vraiment. Donc, nous pensons qu'il est important
que cette multiplicité, on va dire, d'origine, de mosaïque, ce qu'on appelle une mosaïque, soit connue de chacun, qu'on sache que la culture guadeloupéenne, la culture de nos Caraïbes françaises, elles sont faites de plusieurs identités. Comment les enfants réceptionnent cet élément, cette diversité, ce spectacle de façon générale? Pour l'instant, on a vraiment l'impression qu'il y a une énorme curiosité de la part des enfants, puisque, il y a un site aussi qui a été créé aujourd'hui, qui s'appelle Le Rêve de Titli, et sur ce site, il y a plein de choses tout le monde peut y aller, au fait, il faut regarder. Il est en train de mettre le QR code. Tout le monde peut aller regarder le site, d'ores et déjà, mais sur ce site, là, il y a aussi identifié toutes les écoles qui sont partenaires. Donc on a des écoles ici en Guadeloupe qui sont partenaires, qui travaillent avec Le Rêve de Titli. Il y a une école à Port-Louis, mais pas Port-Louis en Guadeloupe, Port-Louis en Bretagne, tout près de l'Orient. Il y a aussi eu une école à Paris qui a fait quelque chose au mois de décembre. On a une école à Chennai, on a une école à Funjun, et puis, on va dire, ça n'est pas fermé. Ça peut être tout à fait exponentiel. Donc, toutes ces écoles qui ont déjà fait des choses en rapport avec Titli et avec leur propre identité et ce partage vont mettre le contenu de ce qu'ils auront fait sur le site. Ce qui veut dire que toutes les écoles pourront interagir toutes seules. Voilà. C'est vraiment interactif, là, pour le coup. C'est tout à fait interactif. Comme disait Jean-Philippe, il est allé à Port-Louis. Il a eu l'occasion d'aller à Port-Louis, là où il y a un de nos partenaires. D'ailleurs, l'enseignante de Port-Louis est venue en février en vacances de son propre chef. On a pu se rencontrer, donc c'est ça aussi qui est important. Donc l'idée, c'est effectivement à la fois que les petits Guadeloupéens se découvrent, font découvrir la Guadeloupe à d'autres enfants qui sont, on va dire, de l'autre côté de l'océan, et en même temps comprendre qu'il y a quelque chose qu'ils ont en commun, quand même. Voilà. Oui. Oui, je voudrais, pour le spectacle, je vais en prolonger de ce que tu dis, Colette. C'est quelque chose qui a été très émouvant. À chaque fois où on était, on a essayé aussi de travailler avec des artistes. Et en fait, c'est le métissage des musiques. Alors, je vais vous donner l'exemple. Quand je suis allé à Funjun, j'ai rencontré Piki, qui est le maître en tambour de Funjun, et il m'a accompagné en fait dans l'Hexagone. Et en fait, quand on est allé à Port-Louis, il y avait le bagad de Port-Louis qui s'est métissé avec le tambour de Piki. Et nous-mêmes, je tiens à le préciser, la symbolique, vraiment, c'est qu'on a apporté le cas guadeloupéen au Sénégal, qui est actuellement joué au Sénégal. Et en retour, Piki nous a offert son tambour qui va être en Guadeloupe. Parce qu'il y a toute une dimension aussi, quand on dit imaginaire, symbolique, très importante pour comprendre. Et du vivant aussi. Il faut insister là-dessus. Mais ce métissage, je vais vous donner un autre exemple qui a été très très fort. C'était à Nantes, puisqu'on a travaillé avec l'association Métis à Nantes. Et bien là, on a eu quelque chose d'incroyable parce qu'il y avait le groupe Groka nantais qui s'est métissé avec le tambour de Piki. Donc, encore une fois, on a une fusion et c'est ça qui donne en fait quelque chose qui va aller au-delà de simplement des entités qui sont simplement, vous voyez, séparées. C'est un peu ça notre idée. Et du coup, est-ce que ces écoles, elles sont en synergie? Est-ce qu'elles sont en contact? Est-ce qu'il y a des échanges? Alors, il y a eu un événement qui leur a permis... premier événement important qui leur a permis d'être en interaction, ça a été le voyage du goéland. Donc il y a eu, c'était en octobre, on a inauguré le départ, on va dire, du goéland, qui est une sculpture immense réalisée encore par monsieur Hervé Guibert. Et ce goéland, qui est dans l'histoire de l'album, il va accompagner Titli à partir de Port-Louis pour l'emmener jusqu'à Paris. Ce goéland, en métal, cette sculpture a fait le voyage effectivement par bateau et est arrivé pour aller s'accrocher sur un mur de Port-Louis. Mais avant de partir, ce goéland a fait le tour des écoles partenaires ici. Et dans chaque école partenaire, donc à Basse-Terre, à Saint-Claude, les enfants ont mis dans la boîte aux lettres, et il y a une boîte aux lettres sur le ventre du goéland, ont mis des courriers pour les enfants de Port-Louis. Donc ils l'ont reçu, c'est un courrier qui a mis 2 mois arrivé. Faut pas être pressé, c'est pas grave. En fait, des fois, ça arrive aussi avec un courrier normal. Hein. D'accord. Donc là, et en fait, les enfants de Port-Louis, au moment de l'inauguration, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, l'inauguration de l'accrochage à Port-Louis, eh bien, ils ont pu ouvrir la boîte aux lettres et découvrir donc tous les courriers que les enfants ont pu envoyer. Donc oui, ça a été la première vraie interaction. Donc mais à poursuivre. Après, voilà, à poursuivre. Voilà. Oui, justement, qui se poursuit, puisqu'en fait, cette école-là, à Port-Louis,
Ils ont fait embarquer sur le bateau de Guérec Soudé, qui a eu le record du tour du monde à l'envers en solitaire, en voilier. Il y a le dessin de Tite-Lit de Port-Louis, qui a fait le tour du monde. Et là, maintenant, notre projet, c'est que la route du Rhum va arriver. Oui. Donc, en fait, on aimerait que Guérec Soudé devienne le superfacteur, parce que là, il va être normalement sur la grande catégorie des bateaux, puisse s'emmener. Donc, une lettre, un dessin. Donc, c'est une invitation à Guérec Soudé, parce qu'il le sait, il fait partie du projet. Et que nous puissions, puis voilà, c'est un peu aussi écologique, mais nous puissions donc recevoir ce courrier de la Bretagne qui va venir avec la route du Rhum. Voilà. Donc là, il y a des spectacles à venir à partir du 20 avril. Donc, je vois Terre de Bas-Terre de Haut-Basse-Terre, Saint-Claude. C'est plus, du coup, déjà, j'imagine, déjà fait pour les enfants, donc avec ces écoles. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de public, tout public ? Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est centré sur les écoles qui correspondent encore au projet. Parce que, en fait, en plus, je les connais tous parce que j'étais psychologue sur ce secteur. Et c'est vraiment le sud Basse-Terre. Parce qu'il y a eu ce travail en amont fait avec les enseignants. Donc, c'est d'abord le public. Mais effectivement, ça invite à aller vers le tout public, bien sûr. Il y a quand même une petite contrainte importante, c'est que Jean-Philippe habite Montpellier maintenant. Donc, il a fait le voyage pour venir présenter le spectacle, mais voilà, on ne va pas pouvoir profiter longtemps de lui. Oui, quand il vient, en tout cas, voilà, ça donne envie de le voir, ce spectacle. Mais cela dit, dans notre entourage, on a déjà invité des adultes à venir sur ce temps de spectacle qui vont se faire donc au centre Corradin à Saint-Claude, les 23 et 24 le matin, l'après-midi. Voilà. D'accord. Merci pour un spectacle qui fait rêver, voyager et qui permet de transmettre des belles valeurs de façon internationale. Exactement. Donc, merci à vous d'être venu pour nous en parler. Un dernier mot pour terminer ? Non, écoutez, j'invite tous ceux qui le peuvent sur Saint-Claude, c'est totalement ouvert, à venir au centre Corradin le matin ou l'après-midi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On va parler de Jardin de Val-Ombreuse qui a été récemment récompensé pour l'Ardre du Jardin, une distinction qui vient saluer la qualité du site, son aménagement, la mise en valeur de la biodiversité. Une belle reconnaissance pour ce lieu emblématique. On voit un reportage de Maxime Morel. C'est une grande fierté pour le jardin de Val-Ombreuse, mais aussi pour les Outre-mer français en réalité. C'est la première fois qu'un jardin arrive dans ce palmarès et est finaliste de cette compétition, entre guillemets, où nous sommes arrivés troisième. C'est une fierté qui est non seulement locale, mais aussi nationale, et voire même internationale, puisque le prix de l'art du jardin nous récompense tous les jardins remarquables, en fait, de France en général, et en plus pour nous ça représente une distinction qui est adoubée par le ministère de la Culture. Une grande fierté sur ces 5 dernières années. Il y a eu beaucoup de changements au jardin et ces 2 dernières années en témoignent. On est arrivé 8e au monument préféré des Français. On a été élu 2 années consécutives TripAdvisor Best of the Best. Donc là aujourd'hui c'est une reconnaissance supplémentaire pour le jardin, mais aussi pour les équipes et pour le travail effectué depuis toutes ces années. Les équipes sont là au quotidien pour faire le meilleur travail possible. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais on se donne. On espère que les Guadeloupéens seront fiers, tout comme nous on l'est en tout cas, de cette distinction et qu'ils viennent découvrir et redécouvrir ce jardin. C'est encore une fois une belle récompense pour nos sites. Voilà, on va conclure notre émission aujourd'hui. On a reçu plusieurs invités. On a parlé édition avec la création de cette nouvelle maison d'édition, Sillage Édition. Oriane Prévost était avec nous. Et par téléphone, on a eu Réjeanne Paquit qui nous ont parlé donc de du premier ouvrage qu'ils mettent à l'honneur, D'où vent joue l'Amou, donc de Jennifer Adney, qui est à paraître le 26 avril. On a reçu les sœurs Chez, Fanny et Cathy, qui nous ont parlé du Cosmic Festival, donc qui aura lieu le 18 et le 19 avril à Saint-François, à l'Anacardier, avec monsieur Alex Boyot. On a parlé du festival Patrimoine en Lumière, un festival qui aura lieu sur Basse-Terre à partir du 29 avril jusqu'au 3 mai. Et on vient de conclure avec le fabuleux voyage de Tite-Lit qui nous a été expliqué par
Colette Spartacus et Jean-Philippe Mabi, donc un fabuleux voyage autour de la diversité. Au niveau de l'actualité, on a évoqué la synthèse de l'IEDOM pour l'année 2026-2027, les perspectives de l'année 2026, notamment en matière économique, stabilisation, mais aussi peut-être quelques craintes liées à la guerre au Moyen-Orient. On a vu le collectif d'avocats qui se met en place autour du dossier du meurtre de Moule, qui a eu lieu ce week-end. Comès-en-Larie, c'était l'occasion d'harmoniser les pratiques et les initiatives autour de la redynamisation de la rue Achille-René Boisnef. Une réunion de concertation a eu lieu sur Pointe-à-Pitre. On a vu le micro-trottoir concernant Bandit, donc cette nouvelle série qui est disponible sur Netflix, qui a été réalisée en Martinique, qui suscite quelques polémiques. Et on vient de voir le jardin de Vallombreuse qui a reçu ce prix sur l'art du jardin. Voilà pour aujourd'hui notre actualité et nos invités qu'on a pu voir. Actualité autour de l'économie, des initiatives de la culture et de la valorisation de notre patrimoine. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. À la technique, c'était Jordan et on se retrouve demain dans le ZCL.